Salut les Wargamers, c'est Evie de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gros Titi pour vous présenter enfin la toute nouvelle saison pour Warhammer Age of Sigmar, c'est-à-dire le manuel général 2025-2026. La 4e édition de Warhammer Age of Sigmar est sortie depuis le 13 juillet 2024. Ils avaient fait un énorme travail avec beaucoup de scénarios pour commencer cette nouvelle saison. On sait en général que Game Workshop ne montre ce qu'est une version qu'à partir du moment où on a sa première saison qui commence. C'est donc ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Pour expliquer le fil rouge de cette vidéo, en réalité il y aura même deux vidéos. Une aujourd'hui qui vous présente, puisque c'est la précommande donc du manuel général 2025-2026. On sait aussi que Game Workshop en général profite pour sortir lors d'une deuxième vague, modification des coups en points, modification des profils si c'est nécessaire, et aussi modification de certaines règles. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les nouveautés apportées par le manuel général. Globalement, c'est la suppression de tous les scénarios pour en avoir 12 complètement nouveaux. Vous verrez, il y a eu un vrai travail de dingue de la part de Game Workshop, avec à chaque fois maintenant, en tout cas pour Age of Sigmar, une proposition pour placer les terrains. Donc enfin, les terrains sont vraiment un acteur lors de la partie et ne sont plus placés de façon aléatoire ou au bon vouloir des joueurs, en tout cas quand on veut jouer de façon équilibrée. Il y aura aussi la suppression de la garde d'honneur telle qu'on la connaissait, suppression donc aussi des tactiques de bataille qui étaient au nombre de 8 et 2 pour chacune des factions, qui créaient parfois un déséquilibre entre les grandes allégeances. Là vous allez voir que ça a complètement changé, on va être sur un espèce de chemin à parcourir pendant sa partie. Modification aussi au niveau des ordres attaque en règle et défense en règle, et enfin une modification qui va changer complètement la géométrie du jeu avec un changement sur les terrains type occultant et les sites de pouvoir. Voilà donc pour tout ce qu'on va voir ensemble. Comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo qui devrait sortir dans quelques jours, vous aurez tout le reste de ce qui va vraiment définir comme la méta, ainsi que la partie Spearhead qui se voit aussi dotée d'un nouvel environnement de jeu qui fait grandement plaisir. Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Age of Sigmar, en tout cas du lancement de cette 4e édition, et quelle est la direction qui semble vouloir être prise par l'éditeur du jeu? Du coup, pour cette première année, on arrive avec un constat qui est qu'on avait une version toute nouvelle, pleine d'interactions, qui favorisait vraiment le jeu pendant le tour adverse. C'est vraiment un jeu en ping-pong permanent et pas seulement tu joues ton tour, je joue mon tour et j'ai des petites interactions. C'est vraiment un jeu qui est extrêmement dynamique. C'est ça qu'avait voulu créer Game Workshop et on est arrivé à un bon résultat. On était avec des index pour chaque livre d'armée depuis l'été dernier, et ensuite des livres sont sortis. Malheureusement, on peut trouver que peut-être à part le Gloomspite, il y avait très peu de renouveau à l'intérieur et qu'il fallait seulement l'arrivée de nouvelles figurines pour créer des unités, des nouveaux war scrolls, des nouveaux types de gameplay. Donc c'était un peu pauvre et on avait parfois l'impression de payer des livres pour pas grand chose finalement, pour des fois 2 lignes qui changeaient ou un seul personnage qui arrivait. C'était un peu triste et ça pouvait être extrêmement frustrant d'un point de vue même argent dépensé et puis renouveau dans le jeu qu'on avait. On arrive maintenant avec cette première année finie. On espère que dans les nouveaux livres qui vont arriver, notamment Idonet, ils nous ont montré des petites choses sur Warhammer Community qui ont l'air de se dire allez, là il y a vraiment du nouveau. Ils ont peut-être lancé une nouvelle vague avec un peu plus de prise de risque aussi au niveau de l'écriture des livres, et surtout Ghiran qui est là. Vous avez normalement, quand cette vidéo sort, vous avez eu tous les Ghiran qui sont sortis, donc des war scrolls, des sous-factions, des artefacts, des traits de monture, des traits de bateaux qui sont sortis en plus pour diversifier les livres et les index qui étaient parfois un petit peu pauvres. Même les livres qui sont sortis ont eu des Ghiran assez adaptés pour rajouter du gameplay, de la création de liste, etc. Donc on va dire que le vent frais au niveau des armées, vous l'avez par Ghiran. Et là on va s'attarder aujourd'hui sur les renouveaux au niveau des règles. On va voir que Game Workshop crée un jeu toujours avec beaucoup d'interactions, qui est beaucoup plus sympa dans sa construction d'armée, moins restrictif et beaucoup plus permissif dans le fait de choisir les unités qu'on veut, avec les personnages qu'on veut, et customiser un petit peu plus son armée. Donc ça c'est beaucoup plus cool, il y a plus de voies de customisation, et derrière on va voir que la customisation vient aussi avec les tactiques de bataille, et donc on va pouvoir créer aussi des tactiques par rapport à l'armée qu'on va jouer, et donc là-dessus on verra quel impact ça va avoir sur le gameplay, sur votre construction et votre façon de voir AOS d'un point de vue compétitif, mais aussi, on va dire, hobbyistique, un peu plus chill. Dans les autres doléances qu'on avait, c'était aussi le format du jeu, puisqu'on se retrouvait souvent avec 4 à 6 unités. Là, il faut aussi se rendre compte que du passage des index aux livres, les armées qui n'avaient soit pas de prière, soit de domaine de sort en ont eu un, et que maintenant, comme on ne les paye plus, ces fameux sorts, c'est comme ça qu'il faut aussi changer le format du jeu, c'est-à-dire passer potentiellement de 6 unités, avec 2 invocations, on est tout de suite à quasiment 8 sur le champ de bataille. On va pas en parler aujourd'hui et on n'aurait pas le droit de le faire, faut quand même imaginer que très prochainement, on va avoir une diminution globale des coups en points de beaucoup d'armées à hauteur de 5 à 10% qui vont nous permettre soit de la latitude quand on fait nos listes, soit de rajouter cette petite unité qui nous manquait. Et ça va permettre du coup de développer un gameplay qui est
plus intéressant, avec un peu plus de profondeur, avec de l'ouverture de jeu, vous verrez dans les tactiques qui est quand même nécessaire, qui du coup va pouvoir être plus simple dans la construction de la liste, et parfois aussi d'avoir un peu plus de latitude pour le choix par exemple entre 2 personnages. Avant on était un peu contraint parce qu'on avait telle et telle situation, et puis ce laps de coup en pan, vous allez voir, il aura une incidence, parce que dans la construction d'armée aussi, et dans le choix des listes et des optimisations, maintenant vous allez avoir quelques petites restrictions ou intérêts vis-à-vis des points qui vous restent sur vos listes d'armée. On rentre dans le dur tout de suite de ce nouveau manuel du général. Il faut savoir que ce livre n'est pas qu'un seul livre, puisque c'est la première fois que Game Workshop fait un espèce de package dans lequel vous allez avoir aussi des objectifs physiques dedans. C'est des nouveaux objectifs, vous allez voir qu'ils sont au nombre de 6, globalement vous en allez avoir 2 x 2 qui sont équivalents et 1 de chacun des autres types pour arriver à 6 qu'on vous présente dans quelques secondes. Mais avant ça, on a un petit peu justement cassé l'ordre du livre pour vous faciliter la lecture et la découverte de cette nouvelle saison. On va découvrir les vrais changements. Le premier changement, il est au niveau des terrains et notamment de ce fameux mot-clé occultant, puisque maintenant c'est que tant qu'une figurine d'une unité autre qu'un monstre et n'ayant pas le mot-clé vol est à 1 pouce d'un élément de terrain, alors 2 règles. La première, c'est que cette unité n'est visible que seulement quand les unités ennemies sont à portée de mêlée, c'est-à-dire à 3 pouces, et aussi la caractéristique de portée des armes de tir de l'unité qui essaye justement d'aller chercher ce fameux mot-clé occultant est divisée par 2. Donc, très bon point. Déjà le fait que maintenant ça soit figurine par figurine, que ça ne s'applique plus sur les monstres, et aussi le fait que quand on lit la règle, on se dit attends, ça va être pété, le mec il peut ne pas être vu mais te tirer dessus. Non, il va diviser la portée de ses armes de tir par 2. Game Workshop a attaqué le truc par les 2 biais, comme tu l'as dit, pour le tir, c'est-à-dire tir contre tir, ou si j'ai des très grosses unités de tir, on pense par exemple à des Raptor Long Strike ou à des archers luminettes, ce genre de choses. On se disait je me mets en forêt, donc j'ai un bonus défensif, parce que quand on est dans un occultant, on se rappelle, on n'est pas visible, mais en plus si quelqu'un vient de nous charger, on a moins 1 poids de toucher, donc ça commence à être vraiment compliqué de nous tuer. Et là maintenant, ok, tu veux te mettre en forêt avec tes super tireurs pour que mes tirs à moi galèrent à te tuer, et qu'en plus si je vais te chercher ça va être compliqué, d'accord, mais en fait ta portée est divisée par 2. Déjà qu'à OS on est sur des portées qui, quand on est un super tireur, on a globalement 18 à 24 pas de portée pour les meilleurs de tout le jeu. Là on vient à portée, notre portée devient une portée de charge pour quasiment tout le jeu, et donc finalement on devient très exposé. Par exemple des Raptors dont on parlait, ils ont 18 de portée, 9 si vous prenez les unités qui bougent le moins vite du jeu, c'est les nains, ça bouge de 4, vous êtes sur une charge à 5 si vous faites tirer dessus par des long strikes en forêt. Donc même un nain devient menaçant pour vous, alors qu'au départ, quand vous shootiez à 18, il lui fallait 2 tours pour venir vous agresser. Donc c'est hyper intéressant dans la synergie de ce truc-là, de l'occultant, et on va voir que ça a plein d'impact par rapport à ce qu'on peut faire sur les champs de bataille après, on verra quand on parcourra les objectifs. Deuxième point ultra synergisant, et qui n'est pas à mettre de côté, c'est le fait que maintenant les monstres ne peuvent plus se cacher. Il y avait un côté qui était effectivement un peu trop fort et frustrant quand on avait un monstre extrêmement puissant, et qu'en face on avait des unités de tir, et qu'en fait on mettait son monstre et puis il attendait en forêt, puis après il sortait et puis il faisait un carnage complet, puis comme on avait la notion de double tour, ça pouvait donner quand même des moments où c'était pas très agréable en disant j'ai aucun contre pour aller le chercher, et en fait il sort, il détruit tout ce qu'il veut, et puis des fois avec le mouvement notamment de powerful, donc d'enfoncement, on pouvait même des fois retourner en forêt. Donc ouais, on a une espèce de hit and run où je sortais à la forêt, j'éclate l'unité, je retourne en forêt, et du coup tu disais où est ta prise de risque, elle est nulle part. Le problème étant qu'il y a aussi des armées qui vont prendre quand même assez cher à ça, c'était leur seul moyen de survivre dans des contextes où il y avait des tirs un peu trop violents pour eux. On pense à des Sons of Behemoth ou à certains monstres, par exemple Iron Joe, des choses comme ça, qui dans un contexte compétitif ne survivaient et ne tenaient que parce que ils avaient cette règle d'occultant. Là en fait elle disparaît complètement. Donc maintenant on va voir le shift de à quel point le tir lourd et donc menaçant des monstres va être présent. Vous allez voir, j'ai ma propre analyse sur le sujet, mais on verra ça surtout après les scénarios et la règle surtout du site de pouvoir qui vient juste après. Yes, en deuxième changement majeur, on va donc avoir ce site de pouvoir qui change. Je rappelle encore une fois que dépendamment des scénarios et donc des patrons de table, Game Workshop gère lui-même sa géométrie de table. Donc c'est réfléchi bien évidemment. Le site de pouvoir va donc s'activer si un héros est à 3 pouces et ça sera une fois par tour au début de celui-ci. 3 effets qui vont être possibles. Le premier, ça va être un pilier, le fait de jeter un dé et sur un 1 infliger un dégât mortel à chaque unité amie et ennemie qui sera à 6 pouces de ce site de pouvoir. Si jamais vous faites un 3+, alors vous allez pouvoir soigner de 2 chaque unité amie et ennemie, ça c'est quand même rigolo, qui est entièrement à 6 pouces de la cible. Le deuxième effet, et attention celui-ci, si vous y arrivez, ça sera jusqu'à la fin de la partie. Alors vous allez pouvoir choisir soit un élément de terrain, soit un objectif à 12 pouces du héros qui lui-même doit être à 3 pouces de ce site de pouvoir. Donc jusqu'à la fin de la partie, sur un 3+, soit l'élément de terrain, soit l'objectif auront cette nouvelle règle occultante. Petite particularité,
il y a une spécificité sur l'objectif, il faut que l'intégralité de l'unité soit entièrement sur l'objectif pour bénéficier de occultant, et donc pas à 1 pouce. C'est ça. Donc la portée de menace est un peu différente. La chose qu'on n'a pas abordée quand on a parlé de l'occultant, c'est que quand maintenant vous avez des socles comme d'une taille importante, on pense par exemple surtout à la cavalerie, genre par exemple des cochons Iron Joe ou une Varangouard, en fait les Within 1, donc je suis légèrement 1, donc on va dire à 0,9 avec mon socle, plus j'ai des socles qui font à peu près entre 2,5 et 3 pas les socles de cavalerie, vous avez vraiment une projection en étant à couvert entre guillemets avec le tir qui est énorme, c'est-à-dire que vous menacez vraiment les armées de tir très très loin, donc c'est vraiment très dangereux pour elles de s'avancer et d'essayer de rentrer dans la partie. Et là on voit que le site de pouvoir, on se rappelle, c'est au début de n'importe quel tour, c'est-à-dire que globalement je peux le tenter à la phase des héros adverses, à ma phase des héros, et c'est un 3+, donc si j'ai plusieurs sites de pouvoir sur les tables, je peux le faire qu'une seule fois par tour, etc. Et par héros, mais ça n'empêche pas que c'est 3+, et pouf, vous avez un objectif central par exemple avec seulement 3 objectifs sur une map, T1, clac, site de pouvoir, boum, bah maintenant c'est terminado, celui-là il est occultant, si je mets ma grosse unité dessus, ton armée de tir c'est fini, elle peut plus tant que je sors pas de cet objectif là. Bah en fait on reste dans un jeu où ça n'a pas changé, spoiler alerte, il faut aller sur les objectifs et il faut les prendre pour gagner en fait les parties. Donc une armée complètement de tir va se voir nullifiée complètement dès que les sites de pouvoir vont être activés. Vous allez voir que selon les placements, vous pouvez toujours y accéder soit en étant à votre déploiement, soit il va falloir bouger vos héros et les amener à des endroits. Mais du coup, on va avoir une vraie dynamique du je veux rendre ça occultant. Ça va me permettre aussi d'avoir moins un hit. Même dans un match-up de corps à corps, je rends l'objectif occultant, je suis dessus. Si tu viens, j'ai moins un hit au moment où tu as chargé. Donc c'est extrêmement fort aussi en termes de défense. Il faut réfléchir à des armées, par exemple les Stormcast, des choses comme ça qui ont peu accès à des malus à la touche. Clac, je rends occultant, je mets 10 mecs infanterie à 3 dessus, clac, t'as moins 1 pour toucher quand tu viens, c'est plus les mêmes stats de combat. Donc il y a plein de réflexions et du coup il y a une vraie dynamique et les sites de pouvoir deviennent excessivement forts, sachant qu'en plus ils ont enlevé les effets d'avant, ils ont remplacé les effets qui affectaient les sorciers par le dernier effet qui est beaucoup plus intéressant. Il y a ce qui est puisé dans la ligne tellurique, en gros ça pour le coup c'est pour le restant du tour, si le héros choisi n'est ni un sorcier ni un prêtre, là il va pouvoir dissiper ou bannir comme s'il avait le mot-clé sorcier 1. J'aime beaucoup que la tentative de dissipation soit quand même automatique. Ouais, absolument, parce que ça permet aux armées qui par exemple dans leur composition ne prennent pas de dissipation ou très peu, de savoir qu'avec les sites de pouvoir elles vont pouvoir automatiquement s'en rajouter. Déjà avant c'était un bonus globalement pour les casters et pour les prêtres, c'est-à-dire qu'on gagnait plus 1 au jet de récitation et au jet de lancement, et en plus ce qui était assez frustrant dans le jeu c'est qu'on voyait que ça profitait beaucoup surtout aux gros mages. Par exemple on avait des nagages, des croacs ou des qui se mettaient à côté et qui finalement castaient à plus 2, plus 3, etc. Et donc on se retrouvait finalement les magiciens étaient encore plus forts et les prêtres étaient encore plus forts. Et du coup en fait site de pouvoir ça avait assez peu de sens à part booster les gens qui utilisaient déjà des pouvoirs magiques. Là maintenant c'est tes sorciers, tes prêtres ça sert à R, tu peux juste soigner ou transformer en occultant, et par contre si moi j'ai mon petit personnage qui n'a pas de capacité particulière mais que j'aime bien ou que j'ai machin, je vais pas quand même pouvoir enlever les manifestations sur le champ de bataille, et donc du coup prendre un petit peu plus de plaisir aussi dans l'interaction avec les joueurs, c'est-à-dire tu m'as tué mon sorcier qui pouvait dissiper, je peux continuer avec mon autre personnage, etc. Donc c'est vraiment intéressant et tu participes toujours à l'interaction du jeu en plus de manière automatique. Alors qu'avant, tu faisais tu prenais des 3 mortels, donc tu étais là, je peux déjà plus bannir et en plus je viens de m'éclater la moitié de mon personnage. Pas très cool. Yes, autre gros changement majeur, ça va être la modification sur 2 ordres. Le premier c'est la défense en règle. Maintenant ça va s'activer quand on est pris pour cible et ça prendra fin non pas à la fin de la phase mais après l'activation. Et la deuxième c'est l'attaque en règle qui va aussi changer énormément puisque le fait d'avoir plus 1 pour toucher, qui avant déjà ne durait pas toute la phase, était comme la défense en règle, mais maintenant, vous allez avoir un malus de -1 à la sauvegarde jusqu'à la fin de la phase. Et je rappelle que Age of Sigmar est un jeu d'alternance, puisque au corps à corps, ça veut dire que si on commence par cette unité, on a intérêt à pas se louper, parce que derrière on a -1 à la save. Ouais, et du coup, vous verrez que ça va énormément changer. On peut commencer par justement l'attaque en règle. Il paraît rien ce modificateur, parce qu'on se dit, si je mets attaque en règle et si j'éclate mon adversaire, je subirai pas trop la riposte. Il est vrai, c'est tout à fait le cas. La différence, c'est que dans le jeu d'alternance, etc., tout le monde ne rase pas tout le monde dans le jeu. Il y a aussi des corps à corps qui sont un peu serrés, et où justement, je lisse un peu ma stat avec l'attaque en règle pour essayer de gagner un peu ce duel d'attrition, ou alors j'essaie d'enfoncer un peu un endroit, et tiens, mon unité, elle prendra bien un petit +1 à la touche sur ce volet-là. Oui, le problème, c'est que la contrepartie, elle commence à piquer, mais alors très très fort. Parce qu'en fait, pour les premiers tests qu'on a pu faire en partie, et en plus on a pu le faire depuis longtemps, parce que nos amis de Warhammer Community ont assez vite donné cette information-là sur ce volet-là, on se rend compte qu'en fait,
Là, les craquages sont punis à vitesse x2, parce qu'en fait, vos grosses pièces, par exemple, vous avez une Mokrocha qui va se battre, d'un seul coup, hop, j'ai fluffé un peu mes jets de touche et de blessure. Ce qui t'arrive très souvent, toi. Très souvent, donc en plus, j'expérimente très vite ce genre de règles, et donc en fait, la riposte, vous vous dites, normalement, j'aurais pas été puni par la riposte, parce que je pouvais largement m'en sortir. Là, vous prenez des douches de riposte, donc en fait, ce choix est beaucoup plus mesuré dans la dépense des points de commandement et donc est beaucoup plus important et impactant. Et donc j'aime beaucoup la refonte de l'attaque en règle qui était surspammée auparavant. Là maintenant, on va peut-être se dire je vais l'utiliser, mais soit dans des cas vraiment extrêmes, ou alors si je suis sûr de ne pas prendre une riposte trop forte. Donc pour moi, il est très intéressant, bien designé pour offrir plus de réflexion aux généraux qui vont devoir piloter leurs points de commandement. On savait que c'était déjà un des axes qui faisait la différence entre des joueurs très aguerris et des joueurs qui découvrent un peu le jeu, qui en général dépensaient très vite leur point de co pour faire plein de choses. Là, il va y avoir encore une différence qui va se créer à ce niveau-là. Maintenant, si on passe sur la défense en règle, on se dit, il y avait ce côté un peu stacking de sauvegarde qui pouvait parfois faire résister des unités un peu trop fort à des phases entières. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que Game Workshop veuille nerfer ça en disant, il faut que tu choisisses un moment sur quelle attaque ton unité va se défendre. Donc si tu as même une grosse Death-Star, quand je fais mes petits piou-piou à côté qui font un peu moins de dégâts au tir ou au corps à corps dans mon alternance, tu n'auras pas ta super sauvegarde à 2+. Globalement, on a un jeu qui s'arrête à peu près à sauvegarde à 2 à Age of Sigmar, même si on pouvait monter sur du stacking à 1 sur quelques petites unités dans le jeu, mais c'était notamment la 2+, qui pouvait être un peu problématique pour certaines armées. Là, on va tomber dans une situation où les armées qui vont diluer des dégâts durant la même phase, avec par exemple plusieurs corps à corps, ou alors qui vont avoir plusieurs unités de tir différentes qui font pas toutes plein de dégâts, etc., mais qui vont faire des petits dégâts un peu annexes. Et là, justement, pour ces armées-là, c'est beaucoup plus impactant, cette nouvelle règle, parce que leurs dégâts vont augmenter naturellement par l'ajout de cette nouvelle règle. Et la défense en règle, on se dit, quand on lit ça, on se dit, d'un seul coup, qu'est-ce qui a l'air d'être vachement boosté ? C'est le tir. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand je tirais, j'avais toute une armée de tir, je voulais absolument me faire la grosse unité de mon adversaire. Là, j'étais en difficulté parce que défense en règle et j'étais face à un mur en 2+. Si en plus il y avait une protection derrière qui m'a rajouté en plus un autre jet, je montais, il fallait vraiment une surstat et une létalité énorme pour pouvoir la sortir. Là, en fait, le problème, c'est que vous vous dites, si j'ai qu'à diluer mes shoots jusqu'à ce que la défense en règle se déclenche, et puis quand elle est déclenchée, j'arrose tout le reste. Et en fait, c'est fini, ou alors je bombarderai sur l'unité qui a fait sa défense en règle, mais est-ce que j'ai le plus lourd ? Donc, on se dit, ok, le tir est super fort. Le truc, c'est qu'on a vu que l'occultant, en fait, est devenu aussi extrêmement fort. Donc, la balance d'un seul coup se crée naturellement au sein même du manuel du général, à la première lecture. Donc, à une page, on est outré. La page d'après, on se dit, ah non, ça va. Et donc, il nous reste juste à voir comment ça va se matérialiser sur les tables. Est-ce qu'il y a suffisamment d'occultants et d'objectifs pour que la game soit dynamique tout en coupant le tir. Et donc est-ce que finalement on va pas aller sur une version avec aucun tir du tout, ou très très peu, ou du tir juste un peu annexe, ou est-ce qu'on va quand même avoir des gens qui vont tenter le tir lourd, mais avec une prise de risque qui sera quand même beaucoup plus élevée qu'avant. On passe maintenant du côté des objectifs. Ici, comme je vous le disais, c'est la première fois que le manuel général ne se limite pas à un livre, mais directement livré ou vendu, avec directement donc 6 objectifs. Il en existe 4 tics, les chaînes fronts, les racines noueuses, les givrefeuilles ou les courbes bois. Ça permet tout simplement d'avoir 4 niveaux d'objectifs différents. Et encore une fois, cette notion aussi d'occultant sur un objectif, où là pour le coup il ne faut pas être à 1 pouce de celui-ci, mais être intégralement dedans, en plus de ne pas toucher bien évidemment les monstres, et ainsi de suite. Ça, on y reviendra quand on analysera les différents scénarios et leur géométrie. Gros changement donc dans cette nouvelle saison de Warhammer Age of Sigmar, c'est le scoring et la manière dont on va marquer les tactiques. Avant, on le rappelle, les tours étaient maximum sur 10 points de victoire, 6 de primaire à raison de 2 si on contrôle un objectif, 2 si on en avait un deuxième, 2 si on avait plus que son adversaire, ça faisait donc 6 de primaire, et une tactique de bataille à choisir qui faisait 4 points, soit 10 au total. Ça a complètement changé. Maintenant, les parties de Warhammer Age of Sigmar vont être sur 80 la plupart du temps, c'est-à-dire 50 points d'objectifs primaires et 30 points de tactique de bataille, avec une restructuration complète de ces deux pans. Oui, sachant qu'on n'a plus de système linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus quelque chose qui est, comme tu l'as dit, 2 points si j'ai 1, 2 points si j'ai 2. Chaque scénario a son propre scoring de primaire, avec toujours un total qui est sur 10 points à peu près. Il y a quelques petites variations, mais un total de 10 points par tour. Et donc du coup, c'est votre mécanisme, et globalement, vos games vont se jouer sur un total
de 80 points. Yes. On passe maintenant du côté des objectifs secondaires, c'est-à-dire des tactiques de bataille. Oubliez tout ce que vous saviez justement sur le début de cette 4e édition. Maintenant, vous allez choisir sur votre liste d'armées, on en débattra tout à l'heure sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, 2 cartes de tactique de bataille sur les 6 potentiels. Chaque carte de tactique de bataille va avoir 3 niveaux de tactique. La première qui est censée être facile, qui est l'échauffourée, la deuxième qui est la frappe intermédiaire, et la troisième qui est censée être beaucoup plus difficile, qui va s'appeler la domination. Vous allez donc avoir 2 cartes avec à chaque fois 3 objectifs à réaliser, ça fait un total donc de 6 sur les 5 tours de jeu, et vous pouvez en réaliser jusqu'à 2 par tour, c'est-à-dire une de chaque carte. Ouais. Par contre, vous ne pouvez réaliser le niveau 2 d'une carte que si vous avez fait au moins en préalable le niveau 1. Chacune de ces donc 6 tactiques 2x3 sera donc sur 5 points. On arrive donc à 10 points de tactique par tour. Vous l'aurez donc compris, une partie de Warhammer se joue toujours en 5 rounds et vous allez pouvoir marquer sur ces 5 rounds tous vos points quasiment en 3 tours. Ça, faut savoir que ça nous a été expliqué par les game designers, c'était pour éviter qu'une partie soit perdue tour 1 si on ratait une tactique. Là au moins, le fait de pouvoir en faire encore une fois une de chaque carte en même temps, ça vous permet au moins d'avoir une game qui va rester haletante jusqu'à la fin. 2 niveaux de lecture. La première, c'est comme c'est sur la liste, si tu pars en tournoi, ça veut aussi dire que tu vas faire les mêmes tactiques pendant tout ton week-end. Si on est sur un style de jeu un petit peu plus casual, on s'en fiche, on va pouvoir les adapter à chacune de nos parties. Ouais, absolument. Et puis il y a un côté, c'est qu'on n'est plus obligé de déclarer quoi que ce soit à une phase du début du tour, etc. En fait, là, vous avez votre truc et vous pouvez juste... je sais pas si vous êtes en train de boire une bière et vous juste vous dérouler votre tour, vous pouvez juste dire ah bah attends, à la fin de mon tour, il faut juste que je check si j'ai rempli des objectifs de ma tactique. Oui, non, bah je franchis un palier. Des fois je franchis un palier que d'un seul côté. Important, on n'est pas obligé de franchir un palier des 2 côtés en même temps. Vous pouvez, des fois par exemple sur une partie, vous allez remplir toute une carte de tactique de bataille niveau 1, 2 et 3 et l'autre va rester à 0 et donc vous avez marqué 0 de secondaire sur une carte. C'est pas grave et on ne peut marquer une tactique de bataille qu'une seule fois, évidemment par niveau, etc. Donc quand vous avez fini le niveau 1, vous pouvez plus refaire le niveau 1, même si vous aviez très envie, il faut passer forcément au niveau 2, etc. Et vous pouvez avoir vos 2 cartes qui sont à des niveaux différents. Vous pouvez jouer la 3 sur un round et la première là-dessus. Donc effectivement, si vous remplissez toutes vos tactiques, vous pouvez finir au 3e tour potentiellement votre scoring de secondaire. Va falloir se lever de bonne heure quand même. Hein. Ouais, parce que les niveaux de domination sont particulièrement chauds et parfois même les niveaux 1 sont extrêmement compliqués et des fois c'est un peu plus simple les niveaux d'après. Pourquoi ? Il y a des petites variantes. Ce qu'on peut se dire, c'est que elles induisent quand même une construction de liste qui est particulière. Vous pouvez pas dire par exemple avec cette liste là je vais changer 2 cartes de tactique de bataille pour renouveler mon gameplay. Il y en a qui sont par exemple adaptés à avoir tel type d'unité sur le champ de bataille ou qui vont être excessivement compliqués si vous vous dites tiens je vais avoir un style de gameplay qui est comme ça. Donc ça va être intéressant de le faire soit partir des cartes de tactique de bataille et vous dire je pense qu'avec ce type d'unité je vais bien y arriver et donc de construire votre armée en parallèle ou de dire je construis l'armée comme j'ai envie et ensuite je vais voir quelle carte de tactique de bataille correspondent bien à ce que j'ai décrit comme gameplay ou à ce que j'ai envie juste de mettre sur table ou à comment j'ai envie de jouer. Il y en a qui sont par exemple très agressives. Il y en a qui sont plus sur le contrôle du champ de bataille. Il y en a qui sont plus dans la tempo, le contrôle des terrains, etc. Qui sont plus, on va dire, objectif orientés. C'est-à-dire, en même temps que le primaire, je vais réaliser mes secondaires en même temps. Et donc, il y en a qui sont plus sur l'interaction, etc. Donc, vous allez avoir qui correspondent à tous les styles de gameplay, qui sont plus ou moins complexes, qui sont plus ou moins aussi rewardants. Il y en a qui sont pas très compliqués. C'est-à-dire, les lignes, la description, ça dure une ligne. Il y en a d'autres où c'est un peu plus technique, vous devez désigner des trucs avant le début de la partie avec votre adversaire et tout, donc c'est assez sympa, il y a différents niveaux de lecture, ça offre une certaine rejouabilité si vous avez accès à toutes les entrées qui vous permettent de scorer tout ça. Maintenant, ce qu'on peut immédiatement se dire, c'est il y en a qui sont quand même particulièrement hardcore à faire. Donc on se dit dans un domaine un peu compétitif ou dans un jeu en équipe par exemple où on pourrait pas tous prendre les mêmes cartes de tactique de bataille, on se dit il y en a, ils vont quand même se retrouver avec des purges atomiques à pouvoir gérer. Et le gros problème, il y a un problème qui induit aussi un truc sympa, c'est que de 1 en tant qu'adversaire je vois en permanence ce que peut réaliser la personne en face de moi à la table en termes d'objectifs secondaires, donc je peux interagir avec elle aussi dans ne pas lui faciliter le scoring ou tout simplement essayer de mettre un peu des challenges pour l'empêcher de passer des paliers, ce genre de choses. Donc il y a un vrai truc où on joue un peu en dynamisme et je peux même regarder un peu ce qu'il a comme famille. Et puis il y a le côté où pour les joueurs qui vont par exemple beaucoup jouer, ils vont peut-être se dire au bout d'un moment j'aimerais bien pouvoir changer de famille ou passer à d'autres trucs, mais en fait celles d'à côté sont tellement dures à faire que ça c'est pas vraiment un renouveau, c'est plus
je vais jouer avec des niveaux de difficulté qui sont pas forcément intéressants sur la longueur d'un point de vue intellectuel. Donc on va avoir, je pense, c'est un mécanisme qui est hyper frais, déjà parce qu'on l'a jamais trop vu dans un wargame, cette espèce de niveau de quête sur lequel il faut avancer, qui va être hyper bon pour les gens qui vont jouer de manière, on va dire, régulière mais pas hardcore. Et je pense par contre que les très gros compétiteurs, ils vont peut-être se dire au bout de, je sais pas, 100 games dans l'année, quand ils vont arriver à la fin de leur saison, ils vont se dire oh, ok, là c'est bon, j'ai à peu près vu le truc, j'ai tourné mon bouquin en tous les sens, ce qui est le plus adapté, cette famille-là. Mais en fait, toutes mes games, elles sont soit un peu trop scriptées, soit les joueurs en face, ils ont juste à dérouler cette tactique-là pour me couper mon secondaire. Et donc après, je fais que pédaler sur mon primaire pour m'en sortir durant mes parties. Yes, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur l'aspect positif et surtout sur l'aspect négatif. Faut aussi relever que on n'a jamais été autant suivi par l'éditeur du jeu. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Game Workshop, alors ça va déplaire à certains, c'est justement l'exigence que demande Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, c'est que comme aujourd'hui Game Workshop peut suivre les statistiques de quasi chacune des parties grâce aux applications mobiles ou aux gros tournois, en fait, ils analysent ces datas et risquent de faire changer ce genre de choses tous les 6 mois, par exemple. C'est aussi pour ça que là on a un manuel général, une saison qui va durer 1 an, et que la prochaine vidéo qui arrivera très 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 vite, vous allez voir qu'on va retrouver des choses dedans dont on ne va pas parler aujourd'hui et qui pour nous embêtent un petit peu, notamment sur l'initiative, ce genre de choses qu'on développera plus tard dans ce mois. Avant de vous lire les tactiques, dernière modification néanmoins sur le double tour, et ça on a le droit de le dire. Maintenant, si jamais vous prenez un double tour et donc que vous jouez 2 fois de suite, vous avez le droit de marquer ces fameuses cartes tactiques seulement si vous avez au moins 11 points de retard. Ça, c'est juste adapté en fait au niveau de scoring qu'on a, donc il n'y a pas de changement particulier, c'est plutôt logique et c'est une très 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 bonne chose sur ce volet-là. Yes, découvrons ensemble la première famille de quêtes, c'est-à-dire carte tactique. Elle s'appelle Maîtriser les sentes. Les sentes, c'est un petit sentier. Qui est notamment pratiqué par les animaux sauvages. Si toi aussi tu ne savais pas, mets un truc en commentaire. On a tous appris il y a 2 minutes. Voilà, exactement. En tout cas, justement, le niveau facile, donc le niveau échafouré, est décapité. Très intéressant. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si un héros ennemi a été détruit lors de cette bataille. Tu n'as ni à le déclarer, ni à le tuer maintenant. Ouais, c'est ça. C'est là où vous voyez la liberté un peu de jeu sur ce volet-là et où vraiment vous pouvez aller au club le vendredi soir avec vos figurines, dire moi j'ai pris ça, mon truc c'est poutras des héros et quand j'en aurai tué un, je vais faire mon premier rang. Alors, c'est plutôt simple. Comme on dit, celui-là par exemple, il n'est pas extrêmement compliqué à lire et à comprendre et à faire sa stratégie. On n'a même pas besoin. Il est très. Par exemple, le premier nom, on se dit, il contient à toutes les listes. Le problème, c'est que quand on réfléchit à un format compétitif, ce niveau-là, il va dire tu joues quoi dans ta liste? Ah, toi, tu as décidé de jouer un seul régiment avec Archaon, Sylvanguard et 10 élus. Du coup, ton seul héros, c'est Archaon. Du coup, mon niveau 1, je le fais quand? Je le fais T5 en mettant toute mon armée dessus ou machin. Du coup c'est chiant parce que du coup j'ai 15 points de secondaire que je peux pas débloquer. Je me permets un contre-argument pour toi, parce qu'on a l'habitude de ce genre de mécanisme sur Warhammer 40 000. Ouais, ça veut aussi dire que si je joue plein de héros, je vais peut-être les jouer ultra défensifs pour te scléroser ta carte. Ouais, c'est bien sûr, mais du coup c'est un peu le problème, c'est que j'ai pas de... À 40 000, il y a ce côté de je peux recycler mon secondaire, je peux changer ma carte, je peux, si j'ai pas envie de me faire couper mon secondaire parce que je suis en retard et j'ai besoin de le faire. Là malheureusement on n'a aucun mécanisme pour l'instant, ça peut aussi être changé dans l'éditeur plus tard, mais de dire je vais payer X CP et je change de famille par exemple de carte de tactique de bataille pour essayer de mieux m'adapter à mon adversaire. Là par exemple, vous prenez un tournoi solo où il n'y a pas de règles d'équipe ou quoi que ce soit, c'est complètement random. Moi j'ai cette famille là, je prie à chaque ronde, des fois pour les match-up, et en plus pour ma carte de famille s'adapte pour que j'accède à mes 15 points de secondaire. Voilà. C'est vrai. En tout cas, le deuxième niveau de frappe, ça va être saisir les sentes. Avec les petits animaux, tout ça. Absolument. Quoi. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour s'il y a plus d'unités amies qu'ennemies en territoire neutre, et il est précisé que s'il n'y a pas de territoire neutre sur ce scénario-là, alors vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour s'il n'y a pas d'unité ennemie en territoire ami. Ouais, donc hyper intéressant. Ça fait partie des cartes de tactique de bataille qui, pour moi, le niveau 2 est plus facile que le niveau 1. Voilà, donc il y a un côté aussi, c'est tiens, on va te faire galérer sur le côté échauffouré où il faut décapiter un perso, et par contre derrière tu vas peut-être pouvoir dérouler, le niveau 2 étant clairement beaucoup plus accessible, mais on voit par exemple que là il nous faut quand même un certain nombre d'unités, ou alors il faut qu'on ait une forte attrition, donc de 1 pour aller tuer des persos, et aussi pour détruire un certain nombre d'unités. Donc par exemple moi j'ai peu d'unités, mais je suis très agressif, donc je peux vite tuer un personnage,
et vite tuer plein d'unités pour passer devant en termes de nombre de menaces sur le champ de bataille. Intéressant. Yes, et enfin le niveau le plus difficile, la domination, c'est envelopper et étrangler. Super bien écrit, vous exécutez cette tactique de bataille à la fin d'un tour si au moins 3 unités amies différentes sont chacune à 9 pouces d'un coin du champ de bataille. Il est précisé que parmi ces coins, vous n'avez le droit qu'à un seul coin qui sera dans votre territoire. Et aussi, et là j'aime beaucoup, vous ne pouvez avoir placé que une unité à ce tour pour faire ces coins. J'aime bien le fait que ça soit pas binaire, c'est pas 0, c'est une. Donc en fait, tu as quand même 2 coins à gérer, dont un chez toi et un où ça va te demander d'aller titiller la mallette de ton adversaire, si tu me ouais, bien sûr. Puis en plus, les deux coins quand même ennemis, c'est quand même pas si simple. Imaginons que mon adversaire joue un peu défensif parce que j'ai été un peu agressif, justement. J'ai tué un personnage, j'ai pris le centre du champ de bataille et tout. Bah, ça veut dire qu'il s'est globalement un peu, si on prend un schéma classique de bataille, c'est un peu recroquevillé dans un coin. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille le sortir de ce coin-là pour globalement pouvoir me le faire. Donc c'est quand même pas simple. Néanmoins, vous verrez que les dominations ont parfois tendance à, si vous avez été en retard et que vous avez réussi à passer par-dessus votre adversaire, ça vous permet de rattraper votre retard parce qu'elles sont faisables quand il y a beaucoup moins d'adversaires sur le champ de bataille, ou alors quand vous êtes en train d'enfoncer quelqu'un là-dessus, elles sont particulièrement, je dirais, faciles et elles représentent le côté dominateur d'une personne sur le champ de bataille en disant je t'ai dominé, j'ai gagné cette partie, maintenant je peux enfoncer avec la fin de mon secondaire. Donc il y a ce côté un peu mon troisième niveau, c'est le niveau de je gagne la partie et je mets les derniers points qui manquaient. Et ça permet peut-être de faire la différence entre justement les gagnants et les perdants, le niveau 3 par rapport à ceux qui vont dominer leur adversaire, par rapport aux autres qui vont rester au niveau 2. Tu pourras orienter ta critique de chacune des cartes une fois qu'on les aura toutes faites. Je te propose de passer à la deuxième, c'est l'énergie inépuisable. Ouais. Le niveau 1 échafouré, c'est l'eau et le sang. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin d'un tour si vous contrôlez un objectif qui était contrôlé par votre adversaire au début du tour. Hyper simple, celle-là très faisable par exemple sur un T1, même quand on va pouvoir donner l'initiative à notre adversaire et du coup dire je vais jouer en réaction, tu vas forcément venir un peu sur les primaires du centre, ou alors si tu ne viens pas, tu vas me donner un avantage aux primaires et donc je vais pouvoir immédiatement scorer mon niveau 1. Hyper intéressant parce que celle-là elle induit peut-être, j'ai très envie avoir peu de régiments pour choisir l'initiative et laisser mes adversaires start pour débloquer immédiatement niveau 1 au premier round de bataille. Hyper intéressant dans la construction. Yes, ensuite le niveau 2 de frappe, c'est l'espèce invasive. Vous exécutez cette tactique à la fin de votre tour si vous contrôlez tous les objectifs en territoire ennemi, et s'il n'y a pas d'objectif en territoire ennemi, vous réussirez cette tactique si vous contrôlez tous les objectifs qui étaient contrôlés par l'adversaire. Ouais, là c'est la différence de celui d'avant, c'est que le niveau 2 il est beaucoup plus chaud que le niveau 1. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a le côté où très vite je vais marquer mes 5 points, par contre les 5 points d'après, il va falloir que je me lève fort, sur le volet là. Après vous verrez que dans les scénarios, ça va être hyper intéressant parce que vous allez avoir beaucoup d'objectifs, on va le voir dynamiques, d'où leur couleur et leur nom différents. Et donc on va avoir parfois des objectifs qui vont disparaître et tout. Et donc celui-là peut se dire, tiens, justement, sur un truc un peu dynamique, finalement, en fait, il n'y a pas 2 objectifs en territoire ennemi, il n'y en a qu'un seul. Donc j'ai finalement qu'un seul objectif à aller chercher un tour sur 2 ou ce genre de mécanisme. Et donc ça peut être hyper intéressant pour arriver à scorer alors que ça paraît extrêmement compliqué. Voilà. S'il n'y a pas de trucs dans le territoire ennemi, c'est quand même assez chaud. Il faut prendre tous ceux qui étaient contrôlés par l'adversaire. Encore une fois, ça veut dire que vous êtes en train de pusher, ou alors vous avez fait un tour très fort et donc c'est plutôt pas mal, vous êtes immédiatement récompensé en reprenant tout ce qui appartenait à l'adversaire. Yes, ça fait partie de la conclusion que j'ai sur cette fameuse carte tactique, mais en tout cas pour les compétiteurs en jeu en équipe ça va être ultra stimulant. Je rappelle qu'en 8 contre 8 vous jouez avec 4 scénarios différents, donc là pour le coup la distribution des 7 familles là va être super intéressant, en plus sur le positionnement des joueurs sur les scénarios. Le niveau 3, lui pour le coup ça va être la domination, les racines entortillées. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez tous les objectifs du champ de bataille. Bon, ça rejoint ce qu'on a dit sur la domination d'avant. Si je contrôle tout, c'est que je t'ai quand même bien pouillé avant. C'est-à-dire que je fais un stay sur tous les primaires et que globalement, ça veut dire j'ai assez d'unités aussi pour le faire. C'est-à-dire que potentiellement un T4 ou un T5, il m'a 6 unités sur le board pour les 6 objets, ça fait beaucoup. Ensuite, super intéressant en termes de game design, la troisième famille, c'est intercepter et saisir. Au début de la bataille, votre adversaire va choisir 3 de ses unités qui vont, entre guillemets, porter un trésor guiranique. Il faut savoir que si celui-ci n'a pas 3 unités, alors vous inquiétez pas, ça sera précisé au niveau de votre tactique. Et petite précision que j'aime beaucoup, si vous avez pris le 2e tour au round de bataille précédent, pour éviter que justement ça soit trop fort d'avoir un double tour, si vous décidez de prendre un double tour, alors votre adversaire va avoir moins un trésor, c'est-à-dire qu'il va perdre une de ses unités qu'il va falloir chasser. Le premier niveau en tout cas de l'échauffourée, c'est gousse volée. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins une unité ennemie portant un trésor a été détruite lors de cette bataille. Ouais, hyper intéressant. Il y a les bons mots-clés au début pour pas que les games soient horribles, c'est-à-dire pour ceux qui mettent par exemple leur moitié de leur armée en frappe en profondeur, c'est-à-dire pas sur le champ de bataille,
entre guillemets, vous avez quand même de la latitude assez sympa de la part de la personne qui a cette carte de tactique là. Le premier niveau est ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire il faut détruire ceux qui portent les trésors. Donc hyper intéressant en fonction de la construction des listes en face. Toujours pareil, hein, quelqu'un qui va avoir des petites armées avec des unités très très solides, bah, vous allez être un peu dégoûté parce que vos trésors ils vont être hardcore à aller chercher. Mais il y aura un gros reward, c'est-à-dire quand je vais enfin trouver mon premier trésor, je l'aurais bien mérité ce trésor-là. Yes. Ensuite, le niveau 2, la frappe, c'est Aqua Gyranis de contrebande. Tout simplement, vous exécutez cette tactique de bataille à la fin du tour si au moins 2 unités ennemies portant des trésors ont été détruites lors de cette bataille. Et il est précisé ici que si l'adversaire au début de la partie n'avait que 3 unités, alors vous le marquerez. Ouais, donc c'est plutôt cool, on peut passer immédiatement à un certain niveau si la personne en face ne met pas assez d'unités sur table ou contre certaines armées. Voilà, un peu classique. Par contre, on voit qu'il n'y a pas trop de renouveau pour l'instant dans le gameplay. C'est juste, je mets des trésors. Enfin, l'adversaire choisit des unités sur le trésor. Bah attends, je t'explique le niveau 3. Le niveau 3, c'est la domination. C'est que je t'ai enculé tous tes trésors. Donc les 3. Voilà, donc encore une fois, très cool parce qu'il y a un vrai gameplay d'interaction. Donc c'est l'adversaire qui doit choisir des unités qui va soit cacher le plus longtemps possible pour empêcher votre scoring là-dessus. C'est plus ou moins intéressant en fonction de l'armée en face, donc extrêmement dépendant de votre adversaire. Si vous avez un adversaire qui a une armée équilibrée, c'est hyper intéressant. Voilà. Je précise quand même qu'il faut que les unités au début de la partie soient sur le champ de bataille. Il n'est pas possible de prendre des unités qui sont dans les cieux, par exemple chez les Stormcast, ça serait complètement con. C'est ça. Donc heureusement c'est bien écrit, et au contraire un petit malin Stormcast qui va vouloir mettre certaines unités pas très tranquilles sur le champ de bataille pour pouvoir avoir l'alpha, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais extrêmement dépendant de votre adversaire. Ouais, bien sûr. Tu vois, on prend il joue 15 pauses le mec, t'es mal. Voilà, mais on prend des exemples qui sont volontairement un peu polarisés pour que vous puissiez voir ce qui peut arriver. Si vous avez votre ami qui joue 3 fois 10 brutes avec Kragnos, machin, oui, il se fait plaisir, mais sauf que vous arrivez, vous dites tu les mets où les trésors Gyranite? Brut, Kragnos, et toi t'es là. Oui, c'est vrai. Ça va pas être simple de les tuer. Après, ça va être cool, ça va donner des games où il y a une espèce de un peu où ça met immédiatement une certaine dynamique, un peu une cinématique visuelle en disant mon armée elle est là pour retrouver les trésors. Donc je sais pas, un mec qui joue Caradron, il se dit je prends ça comme truc parce que ça va bien avec le fluff de mon armée et tout. Donc on peut se créer des bons délires sur ce truc là et ça peut franchement faire passer une très très bonne soirée. Maintenant, pousser un haut niveau compétitif, je pense que ça peut, ou même en solo juste comme ça peut quand même tomber dans des situations un peu rocambolesques, pas forcément hyper agréables. En fait, là où je te rejoins, c'est vrai qu'on est déjà dans un jeu entre guillemets à match-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit la liste adverse et la liste qu'on va jouer, on est capable de faire un estimé, en tout cas après certaines parties. Là, on va encore plus potentiellement scléroser son estimé. Parce que j'aime utiliser les termes médicaux. On continue, là t'es pas prêt. Ça va être le cycle de fureur comme 4ème carte sur les 6 tactiques. Le premier échafouré, c'est Marée Rebelle. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Ouais, celle-là est très cool, notamment si par exemple on a une armée qui a beaucoup de drops et que justement on va souvent nous laisser commencer. Celle-là justement elle est vachement réalisable au tour 1, donc il y en a assez peu, vous avez vu, faut tuer un perso, chaud, faut tuer une unité qui a été choisie par l'adversaire, chaud, mais on en a d'autres qui sont plutôt je laisse commencer et bam je reprends un objet, du coup j'ai automatiquement mon premier niveau, ou celle-là plutôt oui j'ai 5 pauses, donc je vais quasiment jamais choisir de commencer, et à Age of Sigmar la tendance est plutôt à je laisse commencer et je tente d'avoir peut-être un double tour derrière. C'est la mécanique vraiment basique, ça se passe pas du tout le temps comme ça. Mais du coup là vous êtes là, hop, je prends un, par exemple, on a chacun un objectif chez nous, il y en a 3 sur le milieu, hop j'en prends un, clic, j'ai fait mon premier niveau. Très cool pour marquer très vite des secondaires. Yes, le niveau 2, il est chaud, déjà parce qu'il nécessite d'être outsider à ce round, c'est-à-dire que vous étiez derrière au score au début du round. Ça va être la résurgence audacieuse. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous étiez l'outsider, et s'il y a au moins une unité amie sur le champ de bataille, et si au moins la moitié des unités amies sur le champ de bataille ont fait une aptitude de corps à corps à ce tour. Ouais. C'est à la fois facile à faire et à la fois très compliqué parce qu'il faut être outsider. Ouais, en fait ce qui est intéressant c'est que si vous n'êtes pas outsider, c'est que vous êtes en train de gagner la partie normalement. Soit vous êtes en égalité, donc le match est plutôt équilibré, soit vous êtes devant. Donc si vous êtes devant, c'est pas parce que vous faites pas vos secondaires que vous n'êtes pas devant. Donc en fait vous avez réussi à être devant moyennant le fait que vous n'avez pas avancé dans votre secondaire au niveau 2. Donc il y a une dynamique qui, on peut se dire attends t'es sérieux, c'est à dire qu'il faut que je sois en train de paumer la game pour faire des secondaires. Et par contre intéressant, c'est si vous avez une armée qui est plutôt, je construis un truc qui est un peu tempo, qui peut passer de outsider à mener une game, à repasser outsider, et qui est plutôt dans une dynamique où ça se décide, je joue vraiment sur 5 tours, et on connaît des armées qui sont comme ça très longues
Donc je sais pas, City of Sigmar, Soul Blight ou Seraphon, des trucs comme ça qui jouent toutes les phases, pendant tous les tours. C'est pas des armées d'alpha, c'est des armées qui prennent leur temps, qui ont besoin de toute la partie pour vraiment profiter de toutes leurs règles et se faire plaisir et asseoir leur domination, mais elles peuvent faire un peu le yo-yo sur leur situation dans la partie. Bah elles peuvent bien aimer ça parce qu'elles dire je vais être à un moment outsider dans les parties, ou alors si je le suis pas, c'est que je suis assis confort avec mon cigare, mes chaussures et en fait je suis bien. Donc en fait c'est pas grave, je ferai pas mon secondaire, mais je mène cette partie donc je vais la mener au bout. Donc il peut paraître peut-être un peu frustrant ou un peu chiant, mais juste pensez au fait que si vous n'êtes pas outsider, c'est que vous êtes déjà en train de gagner, donc pas besoin de secondaire. Yes. Et on va terminer avec la domination. Maître de la stratégie, vous exécutez cette tactique de bataille à la fin d'un tour s'il y a une unité amie différente entièrement dans chaque quart de table, et si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire, et surtout si aucune unité ennemie ne conteste un objectif. Je rappelle que contester n'est pas contrôler, ça veut dire qu'il faut dégager tous les petits doigts de pied sur les objectifs. Bon bah c'est quand même... Domination. On rejoint la situation. Domination. Je t'ai pouillave. Voilà. Sur le truc, c'est celui-là. Donc celui-là, il y a beaucoup de lignes, donc c'est un peu plus technique, mais c'est quand même, t'es dans une situation où je suis bien et je t'ai pouillavé. Mais par contre, intéressant, c'est qu'il nous faut quand même un certain nombre d'unités. On voyait tout à l'heure, faut que je contrôle tous les objectifs du champ de bataille. Là, il faut que j'ai une unité en chaque carré de table et que machin. Donc il y a quand même une notion de garder des unités assez longtemps. Yes. On continue, on va sur la 5e famille, c'est forces d'exploration. Au début de la bataille, toutes vos unités, infanterie et cavalerie qui ne sont pas des héros et qui sont entièrement en territoire ami deviennent alors des éclaireurs. C'est un mot-clé qui va vous permettre donc de marquer des tactiques. Attention, une unité éclaireur ne peut pas scorer de tactique si elle est en mêlée. Premier niveau, échauffourée. Groupe de pillards. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour s'il y a au moins 3 unités d'éclaireurs amis entièrement en dehors du territoire ami. Plus ou moins simple en fonction des champs de bataille. On sait qu'à Age of Sigmar, on a en général 2 styles de champs de bataille et de scénarios. Ceux qui vont amener notre territoire jusqu'à la moitié du champ de bataille, c'est-à-dire à globalement 22 pas, donc entre les pas de table. Et les autres qui vont plutôt se finir à 11 pas de notre zone à nous. Et après, il y a des team X, vous verrez, il y a encore plus de twists dans ce manuel général là. Donc celle-là est quand même assez cool parce que elle va soit se faire T1, soit potentiellement T2. Et on n'a pas énormément d'interaction avec l'adversaire, donc c'est plutôt cool pour ceux qui vont apprécier ce scoring. Par contre, on voit que c'est la première qui va quand même nécessiter un nombre d'unités qui sont quand même importants pour pouvoir, entre guillemets, être intéressantes. Et pareil, on parle des unités qui sont champ de bataille. Donc si j'ai Stormcast, j'ai mis toute mon infanterie un peu sympa dans les cieux, finito pipo, ceux-là ils sont pas éclaireurs, donc ils éclairent rien du tout, ils font pas de scoring. Donc intéressant, et c'est aussi une des premières familles qui va mettre de côté certaines armées. Par exemple, Sons of Behemoth, tu n'as pas d'infanterie, tu n'as pas de cavalerie, donc bisous. Voilà. Après, attention, tu peux aller en chercher via des régiments de renom, par exemple, qui peuvent t'apporter de l'infanterie et de la cavalerie pour faire, mais c'est vraiment dans la construction, tu vas vraiment te prendre la tête, quoi. Yes, on continue avec le niveau 2 qui est la frappe exploration hardy. Vous exécutez cette tactique à la fin de votre tour si n'importe quelle combinaison d'au moins 3 objectifs ou éléments de terrain que vous contrôlez est contestée par des unités éclaireurs et aussi que ces éléments soit d'objectifs soit de terrain sont en territoire ennemi. Ouais, c'est pas simple mais ça suit une bonne dynamique avec celle d'avant, c'est-à-dire en gros nos éclaireurs, il faut voir, c'est assez cinématique, hein, il y a ces éclaireurs et ces forces. Alors éclaireurs, quand vous tombez sur des gros pâtés, on sait pas trop ce qu'ils éclairent, mais ils éclairent pas grand chose à part venir te mettre des tartes dans la tête. Donc, mais il y a quand même le côté où ces unités elles avancent, donc elles sortent d'abord du territoire, puis ensuite elles vont prendre des éléments chez l'ennemi, et donc on peut facilement le faire. Là, on se dit, on arrive vers le tour 2-3, c'est-à-dire mes unités elles ont pénétré à l'intérieur du territoire ennemi. Alors, tous les objectifs, des objectifs c'est quand même assez chaud, mais la combinaison objectif plus terrain, vous allez voir que il y a des tables où vous pouvez même préparer un peu vos champs de bataille sur ce volet-là. Donc celle-là est assez sympa, on voit qu'on est plus sur du contrôle. Pour l'instant, on a enlevé tout ce qui était attrition. Donc j'ai rien à tuer, je peux tout faire sans avoir trop d'échanges d'échauffourées. Et ça continue, puisque là, cette fois-ci, ça va être la domination avec les courageux aventuriers. Il va falloir aller au fond du trou. C'est-à-dire que vous exécuterez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si une unité éclaireur amie qui n'a pas été placée à ce tour conteste un élément de terrain que vous contrôlez, qui est entièrement en territoire ennemi et surtout à plus de 6 pouces du territoire ami. Donc on est vraiment
dans l'autre. Ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on avait le prenez leur terre en termes de tactique qu'on avait auparavant. Il n'y avait pas la restriction du 6 pas du territoire ami, c'est cool parce que là on va voir que du coup ça ne sera qu'une certaine classe de terrain. Par contre c'est quasiment le plus simple à faire des trois. Donc la domination est la plus facile, celle qui a le moins de conditions depuis le début du jeu. Qu'on a parcouru les cartes de tactique de bataille, genre on avait des trucs, il fallait tenir genre tous les objets, être dans tous les cartes de table. Bah, là en fait c'est faisable avec une unité. Qui est éclaireur. Donc moi j'aime bien cette famille là, pourquoi ? Parce que déjà elle induit différents niveaux de construction. Est-ce que je ne mets dans mon armée 90% d'éclaireurs sur ce volet là ? Est-ce que j'en prends mais je vais pas maximiser ce truc là, mais c'est des unités que je vais préserver et auxquelles je vais faire attention, qui vont n'être dédiées que à mon scoring, mais si mon adversaire les focus, bah du coup j'ai plus de moyens de scorer. Donc il y a une interaction qui est intéressante. Et puis l'adversaire peut essayer de focus un peu ces unités-là, de les engager, de les bloquer, de les empêcher d'accéder au truc. Donc il y a un vrai truc du tiens, tu dois hop, champ de bataille, je vois qui est éclaireur, et hop, moi en tant qu'adversaire j'essaie d'interagir, je suis au champ de bataille avec eux, c'est assez cool. Ouais, j'aime bien. Je suis d'accord. On va découvrir ensemble maintenant la dernière famille de ces cartes qui est en harmonie avec Ghiran. C'est sans doute celui qui a le plus, on va dire, de clin d'œil avec la saison passée. Le premier, c'est le niveau échafouré avec centralité sacrée. Vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour si au moins 2 unités amies sont à 3 pouces du centre du champ de bataille et ne sont pas en mêlée. C'est ça. Bah, prenez le centre. Voilà. Ouais. Une des 3-4 tactiques qu'on pouvait faire au premier tour dans la saison qu'on vient de quitter. Ils l'ont quand même gardé. Cool, parce que celle-là, c'est une tactique pareille de tour 1 qui peut aussi se faire. C'était soit une tactique de terrain, soit une tactique de plutôt de fin de partie, en fonction de comment s'était déroulée la partie. Et elle est intéressante parce qu'elle force quand même à s'engager sur le champ de bataille avec 2 unités. Donc on n'est pas sur prendre plus d'objectifs, du coup je mets un petit truc, c'est je mets des gens au centre, et elle est contrape parce que tout ce qui va interagir pendant le tour adverse, c'est-à-dire contre-charge, force d'éclaireur qui a avancé, qui va gêner, ou poser des manifestations pour gêner l'accès au centre, ce genre de choses, il y a un gameplay pour essayer de la contrer, donc elle est assez cool parce qu'elle est interactive avec les 2 joueurs en fonction de l'armée évidemment qu'on possède. On continue avec le niveau 2 de frappe qui est frappe féerique. Il va falloir à la fin de votre tour que vous ayez désengagé 2 unités qui étaient à portée de mêlée, et il va falloir que vous chargiez 2 unités dont au moins une avec laquelle vous étiez justement engagé et avec laquelle vous avez désengagé. Ouais. Clin d'œil à des tactiques plutôt de V3, donc on est content de la retrouver parce que on est content de la retrouver, ça dépend des gens, mais elle était cool. Gros up quand même sur les armées qui ont dû désengager charge parce que ça facilite quand même pas mal. Et maintenant il y a quand même une restriction sur les unités à charger et tout, donc il y a comme une dynamique, c'est que celle-là elle sera effectuée que quand il y a eu quand même des combats qui se sont installés, que ça a pas été, on s'est pas fait one shot et tout, donc on estime qu'elle se fait vers le T2, T3 côté Age of Sigmar, parce qu'il faut quand même 2 unités qui replient, c'est une restriction qui est pas si simple à avoir. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut la faire, on peut aussi nous se mettre en situation de il faut que j'engage, c'est-à-dire qu'il faut que je clique des unités adverses pour qu'au prochain tour je puisse me désengager, etc. Donc pas simple dans la tempo, mais elle force un peu le gameplay de son côté, donc ça peut être aussi assez cool en termes d'interaction. Yes, et on va terminer avec la domination. Là t'es bien dans l'autre aussi. Rite de purification, vous exécutez cette tactique de bataille à la fin de votre tour s'il n'y a aucune unité ennemie en territoire ami et aucune unité ennemie en territoire neutre. Alors le territoire ami, c'est gérable. tu vois, mais en territoire neutre, c'est chaud. C'est pour passer de 18-2 à 20-0 ça. Ouais, celui-là c'est vraiment le mec, vous l'avez acculé au fin fond de chez lui et il ne peut pas en sortir là-dessus. Je précise que moi personne n'accule personne chez French Rave Studio. Pardon, grosse soirée. Et donc non, il y a ce côté, alors ce que j'aime bien c'est que c'est faisable quand même sur un tour, c'est-à-dire si clac je supprime des ressources. Et entre guillemets sur un tour je peux me permettre de faire ça, c'est quand même contrable par un adversaire qui sauvegarde assez d'unités et qui les cache ou qui perfore un côté pour pouvoir justement arriver à contrer votre dernier seuil. On a fait le tour des 6 familles de cartes tactiques. Avant d'en faire une conclusion, je te propose de découvrir certains des scénarios, donc ils sont au nombre de 12, ils sont tous nouveaux, avec des fois des méthodes de déploiement qu'on connaissait, d'autres qui vont être exotiques. Là, on va vous en sélectionner 3. Le premier, ça va être le numéro 1, qui est le cours des saisons. Déjà, c'est assez intéressant, puisque vous pouvez voir qu'on va être sur des déploiements en quart de table opposés, et surtout qu'il y a dans chacune des zones, justement, un site de pouvoir potentiellement à activer. Au-delà du déploiement et des sites de pouvoir, vous voyez que vous allez avoir les objectifs racinoueuses vont être justement dans les zones neutres des quarts de table, et les objectifs chaîne front vont être dans votre zone et dans la zone de déploiement adverse. Ce qui est rigolo donc, c'est que vous allez marquer au tour 1, 3 et 5 points de victoire pour chaque objectif de la zone neutre que vous contrôlez, et ça sera au round 2 et 4 que vous marquerez 5 points de victoire par objectif des zones de déploiement que
que vous contrôlez. Ça, c'est super rigolo. Deuxième effet aussi, c'est que pour les rondes 2 et 4, si vous êtes l'outsider, vous allez alors débloquer une aptitude de soin. Et si vous êtes outsider aux rondes 3 et 5, alors vous allez avoir un bonus d'attrition de +1 pour blesser sur les objectifs qui vont compter à ce tour, donc dans les zones neutres. Ouais. Le game design, excuse-moi, de ce scénario, il est aux petits oignons. Il est réfléchi, il est balance, il donne envie, tu vois ce que je veux dire, de jouer tempo. Il est ouf ce scénario. Ouais, il est super. On vous a choisi une sélection de scénarios pour montrer des nouveautés, des méthodes de déploiement différentes, la créativité aussi qu'il y a et la nouvelle importance de l'outsider dans le jeu. Auparavant, dans la saison sort une saison, l'outsider, en fonction des scénarios, on passait de inutile à structurant, et majoritairement inutile sur 90% des scénarios. Là, vous allez voir que pour chaque scénario, il y a un vrai intérêt à être outsider, sauf qu'être outsider, c'est être derrière en point. Mais c'est accéder à des règles qui sont vraiment déjà tout le temps différentes, hyper intéressantes, qui induisent du gameplay qu'on peut aller chercher, qui est vraiment cool. Là, c'est soit je peux me soigner, je peux augmenter ma protection ou passer une protection à 6, soit j'ai des bonus de close, machin, etc. Donc c'est hyper cool. Et on a une dynamique où le scoring change en permanence. L'armée est obligée de bouger. Vous pouvez pas faire un jeu qui est statique en disant je vais tanker que de ce côté-là et tout. Non, il va falloir défendre votre objet, l'abandonner à ce moment-là, attaquer l'objectif ennemi potentiellement. Et puis du coup, le scoring va être hyper dynamique. Ça, plus les tactiques de bataille qu'on a vues auparavant, on se rend compte que là, typiquement sur ce genre de scénario-là, c'est hyper dynamique. Et là, quand on parle de l'occultant, on disait le tir, comment ça va se passer. Bah là, le tir, il commence en mode golden. C'est-à-dire qu'il y a des vieux occultants tout petits qui sont au fin fond des zones de déploiement. Mais on a des sites de pouvoir. Donc, et on en a 4 sur le champ de bataille, dont 2 accessibles immédiatement, qui sont en plus des gros plots, donc on peut facilement mettre des héros à 3 pas de ça. Là, c'est tout de suite, c'est peut-être on va hop, il faut que je réussisse mes 3 plus vite pour me mettre à l'abri et rentrer dans mes occultants objectifs, mais parce que sinon, je peux vite prendre une sauce au tir sur ce volet-là. Donc, hyper intéressant sur la dynamique en termes de contre les armées de shoot, c'est genre, au départ, il n'y a rien. T'as intérêt à bien choper ton premier 3+, parce que sinon je vais t'alpha avec mon shoot et ça peut te calmer. Ce qui est super rigolo, c'est qu'en plus ça va être un vrai jeu de ping-pong de ressources pour les objectifs des zones neutres et l'autre, et je rappelle que l'occultant c'est ami-ennemi. Donc en fait, si tu réussis ton 3+, et moi pas, je peux aussi aller rush cet fameux objectif parce que je serai au chaud. Ouais, c'est ultra fun la game design. Ouais, et en plus du coup, vous mettez quoi par exemple en occultant au premier tour? Vous mettez plutôt ceux qui sont en zone neutre là-dessus, mais vous devez quand même plus vous livrer et sortir du champ de bataille, ou vous tentez de mettre sur celui qui est chez vous, mais que vous n'avez pas scoré quand vous avez commencé la partie? Pas facile, donc il y a immédiatement aussi un choix. C'est genre, si je veux me bunkeriser, il vaut mieux que je tente 2 fois sur celui chez moi pour augmenter ma stat de le mettre en occultant. En deuxième scénario, on vous a choisi le scénario numéro 4 qui est le changement cyclique. Est-ce que tu peux nous en parler déjà au niveau de déploiement? Ouais, déploiement, là on est sur un des classiques aussi qu'on connaît, donc vous verrez, on switchera pour le dernier qu'on va vous présenter. C'est du coup, on est déployé avec une bande de 11 pas de chaque côté, séparés de 22 sur la ligne médiane, et avec... Là, si on regarde les petites spécificités, on a 2 diagonales d'objectifs, donc une disposition qu'on n'avait jamais eue en termes d'objectifs. Et on a des sites de pouvoir 4 sur le champ de bataille, mais qui ne sont pas accessibles aux zones de déploiement. Donc on n'a pas de héros qui peut immédiatement mettre des occultants sur les champs. Par contre, on a une grosse forêt, donc un gros occultant, globalement, en zone de déploiement, pour protéger 1 à 2 unités maximum là-dessus. Sauf que c'est pareil, si je veux mettre des occultants, il faut que je rentre dans le champ de bataille avec des héros. Donc tout de suite une dynamique contre les armées de tir, ou si je veux me protéger, qui est hyper structurante. Yes, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, on rappelle que la notion d'occultant, donc de forêt, il faut être à moins d'1 pouce figurine par figurine de cette notion d'occultant. Mais vu la taille d'un socle gélule d'une unité cavalerie, faut regarder que là, même si on peut croire que les occultants sont chez vous, en réalité, ils vous permettent d'avoir une projection qui va menacer au moins 4 objectifs. Ouais, et c'est là où ça devient super intéressant. Ouais, et ça veut dire qu'on peut aussi sortir sa cavalerie devant l'occultant, être du coup dans le territoire neutre, et pourtant menacer quasiment jusqu'à effectivement la perte d'objectifs qui va être plutôt en face de nous. Yes, aussi, donc le scoring de points au niveau des primaires est super intéressant. On va marquer 5 points de victoire si on contrôle un objectif, 3 points en plus si on en contrôle 2, et 2 points en plus si on en a plus que son adversaire. Mais... alors là, ça rigole zéro. La notion d'outsider, elle est sur l'évolution imprévisible, puisque une fois par round de bataille, au début d'un round, quand vous êtes outsider, vous allez choisir jusqu'à 2 objectifs et dire que ceux-ci ne sont plus contestés et pas contrôlables. Ouais. C'est énorme. En gros, poup, ils disparaissent durant ce round de bataille, donc ils vont revenir après et personne ne les contrôlera. Donc, c'est super intéressant. Ouais, hyper intéressant, sachant que c'est là où il faut être super mesuré, c'est que c'est simple de scorer. On se dit, si je contrôle un ob, j'ai 5 points. Si j'en contrôle 2, donc c'est globalement les 2 qui touchent ma zone, je mets quand même 8 points par tour sur les 10. Mais si je veux créer le delta de gagner la game et du coup mettre les 2,
faut que j'en prenne plus. Donc là, faut que je me livre un peu, faut que j'aille tatiller un peu mon adversaire et aller sortir de ma zone, être un peu agressif. Et le problème, c'est que si je fais ça, je prends 2 points d'avance. Donc on se dit, bon, c'est quand même pas dingo. C'est plus 2 points sur 20 ou 25, c'est 2 points sur 80. C'est 2 points sur 80, et l'autre, au prochain tour, il peut me dire quoi ? Bah, tu sais, les 2 où t'étais confort chez toi. Termine donc, et là, il faut que tu commit. Et là, ça change toute la game. Exactement. C'est génial. En termes de géométrie, c'est ouf. Voilà. Et donc, du coup, il y a un vrai dynamisme sur le champ de bataille qui est induit par la notion d'outsider. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire ? Bah là, on se projette, on se dit, mais est-ce que en fait, tout le monde va pas faire que 8 et en fait, c'est le premier qui va se livrer. Ou alors, c'est le premier qui va faire les tactiques de bataille. Donc, est-ce que c'est aussi, tu vois, j'ai des trésors granite, bah tiens, mon unité trésor granite, je te la donne. Du coup, tu fais quoi ? Tu me la tues ou tu me la tues pas ? Si tu me la tues, bah je passe à outsider parce que tu vas franchir un palier. Alors que moi, j'ai pas franchi. Tu vois. Et du coup, bah là, il y a un vrai truc parce que l'outsider est monstrueusement puissant sur ce truc-là, encore une fois. On va terminer la présentation donc de ces 12 scénarios, puisqu'on en a juste sélectionné 3. Quand on parlera de la conclusion, on vous affichera les 9 autres. Là, en tout cas, c'est celui qu'on vous a réservé pour le rapport de bataille qui sortira ce lundi entre Sam de la chaîne Squiggle et toi-même, pour justement ouvrir cette nouvelle saison. C'est le Nexus Néfaste. En réalité, il aurait pu s'appeler justement le jour se lève où il va falloir suivre le soleil. Il est insane. Déjà, regardez, le déploiement, c'est du jamais vu. Vous voyez ici que les 2 territoires attaquants-défenseurs sont du même côté de la table. C'est énorme. On rappelle bien évidemment que les joueurs sont espacés de 18 pouces. Il faut aussi noter que vous avez 4 énormes occultants sur le champ de bataille. Et que là, vous avez seulement 3 objectifs qui sont mis. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que l'objectif qui est le chêne front, c'est-à-dire celui qui est au centre des 2 joueurs, vaut 5 points de victoire, celui au centre de la table en vaut 3, et celui qui est complètement à l'opposé, là où il fera nuit, vaut que 2 points de victoire. Mais celui qui fera nuit vaut 10 points de victoire en fin de partie. Ça demande une gestion des ressources qui est insane, qui est super intéressante. Et pour le coup, est-ce qu'il faut qu'on se projette justement pour prévoir l'objectif qui vaudra 10 points en fin de game, mais d'un autre côté, c'est celui qui vaut 5 pendant 4 tours, où il va y avoir toutes les ressources adverses. C'est super intéressant. Et en plus de ça, c'est assez léger la notion cette fois-ci de outsider, puisqu'ils savent très bien que sur un scénario comme ça, c'est le late game qui va compter. Et donc, la notion de outsider vous donne juste un petit bonus d'attrition. Ouais, c'est ça, ça vous permet globalement de mettre des blessures mortelles qui peuvent être particulièrement importantes quand vous êtes sur l'objectif cœur bois qui est juste au fond. Hyper intéressant parce qu'on est sur un scénario qui, quand on lit, se dit c'est très attrition, c'est-à-dire c'est très aggro, on est vraiment face à face, enfermé dans un carré, avec en plus le tir qui est quand même pas mal réduit. On a un site de pouvoir qui nous permet immédiatement de mettre en occultant les terrains. On a 4 occultants sur le champ de bataille. Ensuite, il se dit c'est l'enfer de l'armée de tir. Donc on a vu 2 précédemment, on se dit le tir franchement il y a quand même moyen, il faut quand même que ça rentre des 3+, faut quand même le faire assez vite et tout. Là on se dit là franchement je peux, pour qu'une armée de tir vous bouillave sur celui-là, faut qu'elle se lève de très 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 bonne heure, c'est très très chaud. Donc hyper intéressant, moi celui-là je l'aime beaucoup, dynamique super cool, à faire un vendredi soir au club, il est incroyable, et je pense qu'en compète il peut être hyper intéressant quand on est sur des armées à peu près équilibrées et tout. Attention aux armées d'alpha sur celui-là, faut quand même être bien préparé à sa défense, parce que quand vous avez quelqu'un, vous êtes enfermé dans un quart de table face à lui, et vous allez avoir une horde de Slave to Darkness ou d'Iron Joe qui va vous sauter dessus, faut quand même avoir bien préparé sa défense. Parce surtout quand t'as un petit elfe en slip. Voilà, par exemple. Voilà. et donc celui-là est cool parce qu'il peut permettre une très grosse agression un peu vraiment pas bête, mais vraiment un peu tout droit, et en même temps, entre 2 armées un peu tempo, il va être passionnant parce qu'on va avoir cette espèce de échange de ressources qui va être cool. Et sur les armées un peu tempo, les petits dégâts qu'il va avoir à côté sur les objectifs, ça peut aussi jouer un peu son rôle. Yes, on a fait le tour donc des 3 scénarios qu'on voulait vous montrer juste pour encore une fois illustrer le travail qui a été fait par Game Workshop. Enfin là, quand on parle géométrie des objectifs, mise en place des terrains, et en plus de ça, système de scoring et d'outsider, on est quand même sur 4 pans qui ont été ultra bossés par un éditeur, et ça fait plaisir. Après, on va justement, pendant qu'on vous parle aussi, parce que je t'ai pas interrogé sur quels sont tes conseils et aussi quelle est ta conclusion, même si on est au début de saison, sur justement cette nouvelle méthode de tactique. Moi, ce que je trouve hyper cool avec les objectifs, c'est déjà, on a que des champs de bataille qui sont nouveaux et qui sont pas recyclés. Ce qui était hyper relou, j'ai trouvé, quand on changeait de saison avec Game Workshop, même quand on arrivait avec une nouvelle version de V4. Moi, je joue pas à OS depuis la V1, mais j'ai fait globalement la V3 et la V4. C'est qu'on avait un peu du recyclage, c'est-à-dire que là on s'est encore tapé des trucs, et Game Workshop avait un peu le problème de recycler pas les meilleurs. Donc en fait on se retrouve avec des trucs qu'on serait bien passé d'avoir pendant un an, et par exemple des The Vice ou des trucs comme ça, on est très content, c'est débarrassé, merci, au revoir. Et donc là c'est que du nouveau. V5 connard. Voilà. Il revient, il nous le refoute. Non, il y a vraiment ce côté où là c'est ultra frais.
avec des objectifs dynamiques qu'ils ont, je pense, piqué à Spearhead, ce côté où il y a des objectifs avec des symboles qui s'activent, se désactivent, qui vous demandent d'aller sur le champ de bataille à des endroits, etc. Donc là, c'est exactement ce mécanisme-là. Donc trop cool. Et à côté, des outsiders ultra impactants et des scénarios qui sont bien construits pour, si tu veux passer outsider, c'est quand même un sacré risque, mais il y a quand même le côté rewardant à côté. On rejoint après le système de scoring, de tactique de bataille. On a vu, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment sélectionner, quelle que soit votre construction, tuer un personnage, exploser des unités ennemies, les trésors de Giran. Globalement, ma liste, j'en ai rien à battre. Moi, donne-moi des unités à Pouillave et j'y vais tout droit, trop cool, et je te m'attaque, donc c'est trop bien. Et vous en avez d'autres qui sont construction un peu dépendants. Et il faut que j'ai plein d'unités de cavalerie et d'infanterie, il faut que machin. Et vous en sélectionnez 2 de ces familles-là. Donc vous pouvez avoir des gens qui vont sélectionner, je vais prendre un truc un peu de construction et je vais me rajouter un peu d'attrition parce que dans ma construction j'ai une attrition qui est quand même intéressante pour tuer les persos. Donc moi j'aime bien ce système de scoring. Déjà il est frais dans le wargame, on n'a pas d'autres wargames qui fonctionnent comme ça avec des chemins de quête à accomplir au fur et à mesure qu'on avance. Il est quand même plus relax, pas de réflexion à avoir, c'est-à-dire je peux commencer mon tour, le jouer, je verrai bien ce qui se passe et puis j'accomplirai bien les tactiques au fur et à mesure. Et on voit que globalement quand la partie elle avance, il y a pas mal de tactiques qui vont se réaliser un peu par elles-mêmes, et quelqu'un qui veut se prendre un peu la tête à réfléchir à comment je peux séquencer mon machin, T1 je peux faire ça, T2, T3 je devrais faire ça, et du coup je devrais compléter ma carte tactique dans 90% des games au T4, etc. Donc on peut un peu intellectualiser la chose. Maintenant, je pense que sur un environnement très poussé dans le jeu, c'est-à-dire avec des gens qui vont faire beaucoup de parties, etc., le problème pour moi va être plutôt le blocage du scoring de l'adversaire. Et donc du coup on va se résumer sur un match-up au primaire et pas sur la technicité que peut avoir un secondaire de je vais séquencer mon secondaire d'une certaine façon, je vais sélectionner des tactiques pour induire en erreur mon adversaire qui vont m'apporter un certain niveau de reward intéressant. Là malheureusement on va être dans des games qui peuvent être un peu scriptés, qui vont être beaucoup dépendants de la liste, du niveau de l'adversaire, de sa volonté d'interagir avec nous ou pas, de nous bloquer notre secondaire ou pas, et de sa force dans le match-up aussi à bloquer notre secondaire de manière un peu naturelle. C'est-à-dire, oui, je joue Sob, toi t'as choisi Trésor de Giran, et bonne chance pour que tu débloques ton premier niveau, faut me pouiller un gros qui a 35 PV, machin et tout. Ah, t'as pas été pour le faire avant le T3, et tu débloqueras ta carte tactique à partir du T3. Moi j'ai pris un truc beaucoup plus simple et du coup je vais t'éclater. Donc ça peut quand même engendrer un certain seuil de frustration. Donc en fait, moi j'ai une lecture un peu à double échelle. Selon votre volume de niveau de jeu, c'est un excellent, je pense, système de scoring de Wargame, parce que simple, définir la liste d'armée, qui nécessite pas de pré-réflexion quand je commence mon tour. Je peux même commencer mon tour, commencer à jouer ma phase d'héros et tout, et je verrai après un peu comment ça se passe. Et quand vous poussez le jeu en mode hardcore, c'est-à-dire que vous jouez beaucoup, que vous voulez vraiment suroptimiser vos trucs et tout, je pense qu'il y a des parties de tournoi où on va se retrouver un peu dans des games, comme tu disais, un peu sclérosés, où les gens vont se couper leur secondaire chacun. Ça va jouer un peu au primaire, et malheureusement le primaire sur certains trucs va être des fois un peu enfermé par la dimension du match-up en elle-même, comme on aurait pu l'écrire avant la partie. Et donc j'ai un peu peur de parties où il y aura des fois très peu de secondaires et tout va jouer un peu au primaire. Maintenant, il est facile à l'éditeur de rajouter d'autres cartes, de permettre de, par exemple, moyennant un coup de CP ou un truc comme ça, de passer au rang numéro 2 de sa carte. On peut imaginer des capacités dynamiques autour de ce scoring-là. Donc pourquoi pas voir comment ça s'améliorera dans le futur pour les joueurs qui jouent énormément. Yes, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Encore une fois, là, on vous présente uniquement le socle du manuel général. Il y aura donc dans les prochains jours une autre vidéo qui parleront des changements de coup en point, des changements de règles génériques et des changements aussi de profil des armées. Donc c'est évident qu'ils vont avoir tous ces leviers, c'est-à-dire que la saison va durer 1 an et derrière on va avoir à minima 2 itérations de ce qu'on appelle des Battle Scrolls pour ça. En tout cas, j'aime beaucoup le positionnement qu'a Age of Sigmar, comme tu l'as dit, parce que tu es là, mais je trouve que tu es très pertinent dans le sens où aujourd'hui le wargame c'est quelque chose qui est pas très accessible. Tu peux très bien commencer Age of Sigmar avec du Spearhead, c'est ultra frais, la nouvelle saison vous allez voir c'est très cool, ça vous fait 2 environnements de jeu avec des cartes différentes et ainsi de suite, on vous le présentera dans une autre vidéo. Si jamais tu vas aller plus loin parce que tu as testé une faction, tu as aimé quelque chose, et tu vas continuer dans un format 2000 points potentiel, et finalement il n'y a que quand tu fais 300 parties par an mais qui s'adressent au 1% des 1% que tu vas peut-être rentrer dans la limite de ces fameux chemins de quête de tactique de bataille. Et même dans le renouveau proposé par le manuel général, on peut souvent reprocher au wargame de Game Workshop d'être un peu trop dynamique, d'avoir trop de règles qui changent d'une année sur l'autre et tout. Là vous avez vu, on vous a résumé ça, c'est finalement 2 règles de terrain à mettre en place,
2 ordres qui ont changé mais qu'on utilisait déjà, c'est les ordres les plus utilisés, donc immédiatement ça va avoir une incidence dans vos parties. Donc vous allez tout de suite voir que vous jouez à la nouvelle version. Déjà quelqu'un qui fait 12 parties avec les nouveaux trucs là-dessus, juste avec les nouvelles règles sans vraiment changer sa liste ou quoi que ce soit, il a déjà un renouveau de jeu qui est énorme. Il a l'impression de jouer à une nouvelle version du Wargame sans se prendre turbo la tête sur le système de scoring et tout. Et donc ça c'est hyper cool. Et en plus il y a un côté où c'est pas, on le disait au départ, il y avait un problème où les tactiques de bataille avant c'était ouais, celles de la Destru elles sont un peu à chier, donc moi je joue Destru, toi tu joues Death, ouais t'as un peu un avantage et tout. Voilà, c'est en fait gars, t'as construit ta liste, t'as pris tes cartes tactiques de bataille, on a tous accès aux mêmes, on a tous des bouquins qui ont eu Giran avec des hubs, des machins, etc. On a tous eu notre version des coups en point plus ou moins travaillé par GOE, et en avant on fait des games, et puis il n'y a plus de trucs propres aux grandes familles, et ça c'est vraiment cool. Ça c'est hallucinant, en fait en gros quand tu lis cette nouvelle saison, et on a l'habitude, il y a des gens ils vont adorer parce qu'ils adorent l'éditeur, il y en a ils vont détester parce que c'est pas qu'ils ont testé le jeu, c'est qu'ils ont détesté l'éditeur. Là, le niveau de lecture il est tellement sur différentes facettes, construction de liste, scénario et tactique. On peut détester le système de tactique, on peut adorer les scénarios qui sont proposés par Games. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est génial. Honnêtement, c'est une version qu'il faut tester. Parce qu'on peut pas se faire de conclusion avant de l'avoir mis sur table. J'étais réticent au début, j'attendais énormément de choses de ce lancement d'édition avec cette nouvelle saison. Parce que ça fait 1 an qu'on attend justement de la fraîcheur. Ouais. Et finalement, ça n'est que sur table que je me suis réconcilié avec un niveau de lecture que je n'avais pas aimé sur les tactiques, mais les scénarios sont tellement bons qu'en fait, ça va synergiser avec tout le reste. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment cool. Moi, je suis plutôt content de ce manuel général. Il est frais, avec plein de choses nouvelles, plein de choses qu'on a envie de tester. On a envie de faire des games sur chacun des scénarios, contrairement au dernier manuel. Donc c'est ultra cool. Et puis la construction de liste est beaucoup plus sympa parce qu'on n'est pas dimensionné par ce côté garde d'honneur qui était un peu trop chiant et qui n'était pas en plus un truc hyper accessible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'entre une liste optimisée qui avait des bonnes gardes d'honneur et tout et une autre, il y avait quand même une grande différence. Là, ça n'existe plus, donc vous construisez vos listes comme vous voulez. Il n'y a pas de truc de qu'est-ce que je mets dans le régiment général, etc. Finito, pépito, vous pouvez juste construire vos trucs comme vous le voulez sur l'appli, c'est hyper cool, c'est beaucoup plus simple, donc c'est vachement sympa. Yes, et pour vous donner fin pour la suite, de toute façon, vous inquiétez pas, le travail qui a été fait de Game Workshop pour le Battle Scroll qui arrive est dans cette lignée-là, justement, d'avoir créé plein de petits points d'affinage pour en tout cas avoir beaucoup plus de latitude quand on fait sa liste et d'équilibrage tout court, en réalité. Un grand merci à toi, mon Titi, justement, d'être venu nous présenter cette nouvelle saison pour Warhammer Age of Sigmar. On espère clairement que vous allez aimer cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Schweim Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description, et nous on vous dit à plus les Wargamers.